terminé. C'est terminé pour ce sujet aussi. On passe au continent. Et cette fois-ci, Alassane Dramane Ouattara réélu président. Comment vous avez vécu cela, patient Parfendo? Écoutez, je ne dis pas, comment on dit ça, je n'ai pas le don de la science infuse, mais je suis sûr qu'au moins sur cette question, le président Georges Bel et moi nous serons d'accord. En réalité, il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire, c'est quelque chose qui était prévu d'avance. Tout ce qui se passe là, c'est quelque chose qui était prévu d'avance. Vous avez vu, d'abord, une élection, ce n'est pas seulement les jeux de vote. Une élection, c'est d'abord les structures, n'est-ce pas, qui organisent cette élection, qui préparent cette élection, toute cette grosse machine qui est en amont. Quand on ausculte cette machine-là en amont, on se rend bien compte que tout a été mis sur place pour qu'il n'y ait pas d'élection, pour qu'il y ait le plébiscite d'un individu. En réalité, c'est ça qu'il s'agit. Et au-delà de la machine, il y a aussi ce que j'appelle des soutiens. D'abord, il y a des soutiens internationaux, il y a l'ONU, dont on ne sait pas très bien, on ne comprend pas ce que je dis, le rôle de l'ONU en Côte d'Ivoire, vraiment, c'est quelque chose de surréaliste. Et il y a aussi le rôle de la France, qui a été un rôle, à mon sens, extrêmement nocif et négatif, non seulement pour la Côte d'Ivoire, mais pour l'ensemble des peuples africains. Mais il y a aussi maintenant le rôle des multinationales, n'est-ce pas, du monde de la finance internationale. L'un des atouts qu'on mettait en avant pour le candidat Ouattara, c'est qu'il est en train de réaliser des ponts, des gratte-ciels, etc., etc. Mais ce qu'on oublie de dire aux gens, c'est que tous ces projets-là étaient déjà complètement bouclés sur le règne du président Gbagbo. Mais qu'est-ce que les institutions de Bretton Woods ont fait, et des partenaires bilatéraux, tout ce que vous voulez, multilatéraux, qu'est-ce que vous voulez? Ils ont fermé le robinet, ils ont dit on t'asphyxie parce qu'on ne veut plus de ta gueule. Donc l'argent qui était censé être débloqué pour réaliser ces projets-là a été complètement confisqué. Et quand Ouattara arrive, qu'est-ce qu'on fait? On lui pompe cet argent. Et quand on lui donne de l'argent, tout pays qui sort en guerre et qui est en reconstruction, on a l'impression que les chantiers sont durs. Voilà. On dit la croissance est à 2 chiffres, mais c'est quelle croissance? C'est une croissance appauvrissante. J'ai suivi avec beaucoup d'attention, c'est un micro-trottoir de RFI, qui s'appelle les élections. Que disent les Ivoiriens? Ils ne vivent pas. Ils ont un mal vivre, pas possible. Ils n'ont pas de boulot. La vie est devenue extrêmement chère. Les lendemains ne sont pas du tout clairs pour eux. Même dans les quartiers qui sont réputés être les quartiers acquis à M. Alassane Ouattara, comme c'est le cas d'Abobo. Donc vous comprenez donc bien que les gens sont venus, ils construisent des ponts, ils construisent tout ce que vous voulez, mais ils rapatrient en même temps l'argent, n'est-ce pas, qui était mis à disposition pour faire ce boulot. Et le pauvre Ivoirien se retrouve sans rien. Donc voilà la situation de la Côte d'Ivoire, sur le plan du support, de l'appui qui a été apporté à M. Ouattara par les institutions internationales. Maintenant, quand on entre même dans le fond de cette élection, il y a la guerre des chiffres au niveau du taux de participation. Je me suis un peu amusé de lire un excellent article de Awadon Melo qui s'intitule « Président par une majorité dérivée pour une minorité ». Il faut lire cet article. Vous allez voir que les voix que M. Alassane Dramane Ouattara a eues, selon son propre décompte de son type Youssouf Bakayoko aux élections de 2010, ce nombre de voix-là n'a pas varié pratiquement à cette élection-ci. Mais en 2010, Alassane Ouattara, selon le décompte de son propre gars, avait eu 54,10%. Comment, avec le même, pratiquement, le même nombre de voix, vous passez de 54,10% à 83,66%? Par quelle chimie? Pas que la chimie. Quand il y a moins de votants, forcément... Non, au contraire, le nombre de votants a augmenté. Parce qu'en 2010, merci, il est passé de 5 725 710,21 inscrits en 2010 à 6,3 millions d'électeurs en 2015. Vous expliquez ça comment? Mais le nombre de votants, pour le cas de Ouattara, ceux qui ont voté pour Ouattara, entre 2010 et 2015 est pratiquement le même. Comment il est donc passé d'un taux de 54,10% à celui de 83,66%? Mais un facteur qui peut expliquer l'éparpillement des voix des... Non, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça que ça. Il n'y a pas question d'éparpillement. Vous ne pouvez pas avoir dans la même assiette, n'est-ce pas, un tiers, 2 assiettes qui ont le même effectif. Mais vous avez un tiers qui vous donne un pourcentage et vous avez un tiers qui vous donne un pourcentage. Ce n'est pas possible, premièrement. Deuxièmement, vous avez vu le tcha-tcha-tcha de cette commission-là, de cette série qui est complètement inférieure à M. Ouattara. Vous avez la journée de lundi, un certain Koné, un vice-président, membre de RDR de M. Ouattara, qui l'a d'attendre parce que déjà en 2010, je donne encore l'information, dès 18h30,
on avait déjà le taux de participation, le taux réel de cette élection. Nous sommes en 2015. Il n'y a plus la guerre, donc le pays n'est plus coupé en deux avec la rébellion de M. Soro. Les 2 ans, nous sommes en train de massacrer les gens. L'ONUCI est éparpillé sur l'ensemble du territoire national. Le camp Barbo, comme on le dit, il est complètement mis à genoux. Mais ce jour-là, après l'élection le dimanche, on n'a toujours pas les résultats. Donc, nous passons donc d'abord, on interroge M. Youssouf Bakayoko sur France 24 qui dit attention, il faut attendre, on n'est pas encore prêt, dans bientôt, machin, il raconte ce qu'il veut bien raconter. Mais le lundi, là, d'attendre, le groupe des Faucons de Ouattara se précipite à la télé et nous donne le pourcentage de 60% comme taux de participation. Il y a une autre organisation là-bas qui coordonne cette question des élections qu'on appelle la POUSSI, dit non, c'est pas possible. Ce taux-là, nous sortons de tous les bureaux de vote, n'a pas été atteint. Alors le mardi, on nous ressort un autre taux de 54%. Et jeudi dernier, on nous a sorti un taux de 52%. Alors là, on se moque de qui? De qui se moque-t-on? Donc il y a tricherie. Tous les piliers qui pouvaient aller challenger Ouattara dans cette élection, que ce soit Konombani, que ce soit Mara ici, que ce soit le professeur Koulibaly, sont jetés les dés, l'éponge avant, ils ont dit ça, on ne va pas à une élection, on va accompagner quelqu'un. Ceux qui ont été là, vous avez bien vu, monsieur Pascal Finguessan, qui est d'ailleurs un camarade que j'ai reçu ici, qui disait que c'est lui qui est vraiment l'essentiel des FPI, il s'en est sorti à 29%. Et les autres KKB, tous les petits, excusez-moi, vraiment, c'est bouffon de la politique. On a vu quel a été le pourcentage. Donc, arrêtez pour sortir, cette élection avait pour seul et unique but, essayer d'adouber Ouattara comme démocrate qui amène l'assentiment populaire de son peuple. Mais sauf que, dans la même période, nous avons le Fonds monétaire international avec les gens qui font, le président va mieux vous expliquer ça, dans leur classement de Doing Business, qui ont sorti leurs résultats, et ils disent que la Côte d'Ivoire occupe 142e rang sur 189 pays classés. Il vient tout juste devant le Malawi. 142e rang, la Côte d'Ivoire. Malgré la croissance à 2 chiffres, dont on le chante, les chantiers, etc., etc. Il est à 142e rang. Et les raisons qu'il donne pourquoi la Côte d'Ivoire ne peut pas décoller économiquement, première raison, on n'a pas de la corruption. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, ce sont les passations de marché de gré à gré entre Ouattara, entre l'État ivoirien et la famille de Mme Ouattara. Les enfants de Madame Dominique, etc., etc. Qui est française. Oui, et puis ses affidés, le frère aîné de Youssouf Bakayoko, etc., etc. C'est eux qui ont l'essentiel des marchés. Donc, on nous dit que la corruption atteint des degrés tels que ce n'est pas possible que la Côte d'Ivoire puisse décoller. Alors, donc je dis et je répète que M. Ouattara, ce n'est pas un homme politique. C'est quelqu'un qui est arrivé en politique parce qu'il est venu au service de certains intérêts étrangers. Si c'était un homme politique réellement, il aurait pu dire depuis 2002 que la manière dont il accède au pouvoir en essayant de se joncher sur un tapis de mort n'est plus une manière qui peut être acceptée par les Africains aujourd'hui. Et lors de son tout premier discours en tant que président élu là, tout récemment, vous savez ce qu'il a déclaré? Il a dit, sa mission cette fois-ci, c'est de vider le FPI de sa substance. Écoutez, vous ne dites pas ça en politique. On a beau me dire ce qu'on veut dire, que oui, votre pays au Cameroun, votre président a 1000 ans, etc., etc. Mais je pense qu'il y a une élégance politique, n'est-ce pas, qu'on retrouve au Cameroun, mais que moi je ne vois pas du point de vue de M. Ouattara, sans oublier la question de France CFA. M. Ouattara nous a dit que c'est la meilleure des choses qui ait pu arriver en Afrique, cette question de cette domination-là, de cette monnaie nazie. Donc cet ensemble d'ingrédients mis bout à bout, on comprend très bien que la communauté internationale a tout simplement voulu valider l'un de ces pions pour continuer à dominer nos économies et notre pays. Georges Béban, sur l'élection en Côte d'Ivoire. D'abord, Ouattara n'est pas dans une logique démocratique. Il sert un groupuscule d'hommes. L'histoire du cacao et l'ONU a uni les deux mangeoires. Et ça fait aujourd'hui que, en fait, c'est pas parce qu'on est secrétaire général de l'ONU qu'on n'est pas homme d'affaires. On peut être homme d'affaires. Tout à fait. Donc, il y a des intérêts qui ont été noués
Mais n'oubliez pas que la BCEAO et un certain nombre d'institutions, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que Ouattara submerge? En réalité, c'est parce que le feu Houphouët-Boigny a créé des paradis fiscaux. En son temps, il vivait et il avait besoin de l'expertise et des prospecteurs comme les Ouattara. Et Ouattara a créé une certaine logique, booster l'économie ivoirienne pendant que Houphouët-Boigny vivait, à son âme, et au même moment animer les paradis fiscaux. Chemin faisant, Konan Bédié n'avait pas la même expertise que celui-là. Donc il est dans le secret avant la mort du défunt. Et le défunt se retrouve parachevé dans un couloir parce que il y a le dauphinat biologique qui s'impose et le dauphinat conceptuel adoptif. Donc le conceptuel adoptif c'est Ouattara. Konan Bédié est le biologique. Il est question maintenant de séparer les gens, il n'arrive pas à le faire. Maintenant, les réservoirs confidentiels autour du chef de l'État n'ont pas reçu mandat de soutenir Konan Bédié. Et c'est là la difficulté. Il faut créer une passerelle politique. Et quand on crée une passerelle politique, il faut que on accepte le plus disant ou le moins disant. Maintenant, Ouattara, qui a trouvé que tenant en chantage l'ancien régime du feu, en disant voilà, je sais qu'il y a ça, je veux mettre ceci à la place publique. Konan Bédié, ce qui lui reste, c'est de se taire en tant que fils biologique. Vous comprenez? Et dans ce mécanisme-là, l'arbitrage de la grande francophonie, ça il ne faut pas l'oublier, c'est le feu Houphouët-Boigny avec le président gabonais, le feu Bongo, qui gérait l'Afrique dans la parcimonie coloniale française. Ça veut dire qu'avec des intérêts, et leur caissier, c'est le Togolais, Yadema, qui à un moment a besoin d'être le comptable. C'est lui qui va dire à la France, tel a ceci pour dotation, avec des périodes bien chronométrées, des périodes événementielles politiques. Tous les chefs d'État français sont passés à la caisse. Il faut le dire. Comment ils font pour financer leur campagne? Sarkozy n'a pas caché cela. C'est pour ça qu'il est venu. Il a dit, moi je viens m'incruster dans la gibecière. On a vu l'histoire de Kadhafi. Vous comprenez à peu près? Et ces intérêts sont légitimes. Moi je n'appelle pas ça la colonisation. J'appelle ça l'engrenage de la gestion étatique francophone et africaine. Parce que vous ne pouvez pas être avec un partenaire et vous ne lui servez à rien. Je suis contre la France c'est-à-dire d'intégration brutale dans la gestion des affaires africaines. Mais je ne suis pas contre le partenariat. Parce que chaque pays protège ses intérêts. Associativement, on a de la formation, coopération militaire, sociale, économique. On ne va pas refaire l'historique sur l'élection de dimanche dernier. Les résultats vous ont surpris? C'était prévisible? Non, Ouattara n'était pas en course. Ouattara a passé des contrats occultes avec un certain nombre de personnes morales et physiques. Et il faut qu'il le respecte. Je vais vous raconter une histoire petite. Il y a l'État marocain. Il y a une entreprise qui fournit le matériel militaire là-bas. Et le vestimentaire militaire. Très proche de Ouattara. Il y a à travers l'épouse de Ouattara, dont Ouattara a épousé à 47 ans. Et sa famille a des entreprises qui travaillent en Côte d'Ivoire, qui tirent l'économie et interne dans les paradis fiscaux. C'est ça le problème. Donc en fait, Ouattara ne répond qu'au contrat. Qui peut faire partie Ouattara si tant que
le secrétaire général des Nations Unies est commerçant. Si moi je vends le cacao ou le café en Chine ou en Asie et que ça profite à mon pays, pourquoi est-ce que je ne veux pas entretenir le réseau? Vous avez vu dans quel pays où les Nations Unies viennent s'asseoir et disent tel a gagné, tel n'a pas gagné? C'est même une honte. Ce n'est pas de l'arbitrage, ça. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un système de cooptage de leaders africains. Le problème qui se situe avec Ouattara aujourd'hui, c'est quoi? Ouattara n'a jamais prospéré dans la réconciliation des Ivoiriens. Or, c'est le terrain premier de prédilection qu'il faut animer. Vous ne pouvez pas aller aux urnes avec les armes. Ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que Ouattara, lui, il est allé aux urnes avec les armes. Pour aller voter même pour lui-même, il y a des gens qui le gardaient. Et les autres candidats en face, ils étaient comment? Vous allez me dire que c'est l'Afrique, c'est pas l'Afrique. Il faut quitter cette mentalité. Quand vous êtes candidat, vous déposez d'abord tous les sceaux de l'État. Vous partez avec les mêmes convictions, hein, avec les mêmes avantages. Or, ce qui s'est passé, ce n'est pas ça. Les observateurs même et les ONG qui sont passés, c'est la Caisse de la coopération française qui a financé. Vous allez faire comment? Oui, ça s'est passé même au Cameroun. Non, je voulais bien vous le dire. Mais nous sommes dans une formule aujourd'hui, pas révolutionnaire, mais scientifique de changement. Moi, je ne suis pas pour la révolution. Je suis pour le débat scientifique. D'accord. D'accord? Très bien. Que vous vouliez ou pas, Ouattara a un seul problème. C'est qu'il cherche la légitimité. Et il a compris que dans sa course folle, il y a un mur. C'est le mur de son parrain. Vous comprenez? Ce n'est pas tous les Français qui sont d'accord avec Ouattara, c'est certains Français. Vous comprenez? Donc eux, ils trouvent leur compte au nom de l'État français. Quand le pouvoir va changer en France, sachez aussi que la légitimité aussi va changer. Va changer. Très bien, d'accord.